Bonjour et bienvenue dans la rubrique Les histoires du numérique, l'histoire racontée simplement. Internet d'hier à aujourd'hui, partie première, l'ARPANET. Cela semble si absurde, vous devez savoir que Internet n'est contrôlé par personne. Internet est un immense regroupement de plusieurs différents réseaux qui ont en commun des modes de fonctionnement, protocoles, et partagent des services similaires. Pour mieux comprendre, voyons comment il s'est développé, par qui, pour quelles raisons. Dans les débuts des années 1950, qui marquent au plus fort la guerre froide, le ministère américain de la Défense, DoD, face à une prétendue attaque nucléaire, envisageait de déployer un réseau capable de résister en cas d'attaque. Mais à cette époque, l'ensemble des communications militaires utilisait le réseau téléphonique public, qui manquait de fiabilité. Les réseaux téléphoniques se présentaient de la façon suivante. Chaque extrémité représente un commutateur local reliant des milliers de téléphones. Ces commutateurs locaux sont eux aussi reliés à des commutateurs dits centraux. Si un tel réseau présentait une faible redondance, le problème est que en cas de rupture seulement d'un commutateur central par exemple, cela isolerait une bonne partie du réseau. 10 années plus tard, vers 1960, pour trouver une solution, la DoD passera un accord avec la RAND Corporation. C'est ainsi que Paul Baran, jeune employé, fait la proposition d'une architecture autrement distribuée basée sur la communication de paquets, minimalisant ainsi les pannes. Le Pentagone trouve l'idée intéressante et propose à la plus grande société de télécommunications nationale à l'époque, AT&T, qui n'accepte pas une telle proposition, car ce n'était pas un jeune employé qui allait apprendre à l'entreprise la plus grande et riche au monde de concevoir un système téléphonique. Projet rejeté donc. Les années se succèdent sans que le système de la DoD ne change. Retour sur un fait qui frappa l'orgueil de l'État américain. Le 4 octobre 1957, l'URSS, aujourd'hui la Russie, lance Sputnik 1, le premier satellite artificiel. Frustré par cette victoire, le président d'alors, Eisenhower, essayait de comprendre les causes de ce retard. Fort était donc de constater que les armées de terre, de mer et des airs se distribuaient le seul budget de recherche du Pentagone. S'ensuit alors la création d'une unité unique de recherche destinée à la défense. L'ARPA voit le jour. Figurez-vous que l'agence n'employait pas de scientifiques et ne possédait aucun laboratoire, que de simples bureaux ayant pour but de subventionner des projets et d'octroyer des contrats aux universités et aux entreprises dont les projets semblaient prometteurs. Les premières années de l'ARPA ont eu pour objectif plutôt de définir sa vraie mission. L'agence se tourne finalement vers les réseaux qu'à partir de 1967, à l'initiative de Larry Roberts, alors directeur. Il contacta des experts, parmi eux Wesley Clark, avec sa suggestion de création d'un sous-réseau à commutation de paquets. Roberts finit par accepter l'idée après plusieurs hésitations, sans toutefois rien de concret. Il présente le projet lors d'un symposium à la fin de 1967 organisé par l'association ACM à Gatlinburg. Le directeur de l'ARPA est surpris de voir l'exposition de Donald Davis du NPL, National Physical Laboratory, qui était similaire à l'idée de Baran et qui était en phase d'implémentation au Royaume-Uni. Roberts revient du symposium plus que décidé à mettre en œuvre ce qui deviendra ARPANET. L'ARPA lance en 1968 un appel d'offres
pour la construction d'un sous-réseau et le logiciel allant avec. Sur les 12 soumissionnaires, c'est la BBN, une société de conseil basée à Cambridge dans le Massachusetts. La BBN met en place un réseau avec des problèmes de fiabilité des messages transmis sur son réseau. Pour pallier ce problème, Larry Roberts convie à une réunion à Snowbird en Utah durant l'été 1969 des chercheurs en réseau, majoritairement des étudiants en 3e cycle. Ces étudiants ont constaté une surprise qu'ils n'étaient pas face à un expert qui leur dicterait un mode opératoire. Ils devraient alors eux-mêmes trouver comment procéder. En décembre 1969, un réseau expérimental voit le jour, formé de 4 nœuds que sont l'Université de Californie à Los Angeles, l'Université de Californie à Santa Barbara, Stanford Research Institute et l'Université d'Utah. Ces universités sont non seulement choisies pour leur nombre de contrats avec l'ARPA, mais aussi pour la diversité et l'incompatibilité de leurs ordinateurs. Le réseau ARPANET s'étend rapidement en passant de 4 nœuds en décembre 1969 à une trentaine en septembre 1972. L'ARPA ne s'arrête pas là. L'agence finance des recherches sur des réseaux satellitaires et réseaux radio mobiles par paquet. Après plusieurs expériences, le jeune réseau ARPANET montre des limites. Il n'est pas adapté à la transmission à travers plusieurs réseaux. Cette contrainte conduit à l'invention d'un modèle de transmission et de ses protocoles, le TCP/IP-ME. Pour encourager l'extension de ces nouveaux protocoles, l'ARPA attribue plusieurs contrats à BBN et à l'Université de Californie à Berkeley pour intégrer le TCP/IP au système Unix de Berkeley. L'année 1980 est marquée par une forte création de réseaux à connecter à celui existant. Plus il s'étendait, plus cela était coûteux de localiser les différents hôtes. S'ensuit la création du DNS, Domain Name System, pour organiser le réseau couplé aux adresses IP. Le DNS s'est généralisé en servant de base de données stockant toutes les informations relatives au nommage. Voici donc fini la première partie. Merci d'avoir donc écouté. Restez connectés tout en vous abonnant et en activant la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.